Isabelle Lasserre nous rejoint pour le Parti pris international. Ruth, Pascal, vous restez autour de la table et c'est vous qui commencez, Ruth, avec ce rapport. Alors on reparle de ce qu'on appelle désormais la dénatalité et la Cour des comptes qui, quelques jours avant le départ de son président Pierre Moscovici, fait un rapport coup de poing en disant attention, on ne mesure pas la gravité de la situation. En l'occurrence, la Cour des comptes s'occupe de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire des équilibres économiques. Donc elle dit tout notre système social est menacé, va vaciller en raison de ce déséquilibre démographique. Mais au-delà, la dénatalité, c'est un sujet existentiel. On le disait tout à l'heure en évoquant la Corée du Sud il y a un instant. Mais vous dites, l'argent ne fait pas tout, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de dénatalité, on dit il faut plus d'argent pour les appartements, pour le logement, pour la garde d'enfants. Oui, parce que rien ne va plus sur la natalité française. C'est pas la première fois qu'on en parle, Mais le phénomène s'aggrave sans cesse. Et les derniers chiffres de l'INSEE sont éclairants. En octobre dernier, il n'y a eu que 55 165 naissances, 1780 bébés chaque jour en moyenne, 400 de moins qu'en octobre 2021. Et en 15 ans, la natalité a chuté de 25%. Pour résumer, en mai dernier, pour la première fois depuis 80 ans, notre pays compte plus de décès que de naissances. C'est quand même un cap très important. 80 ans, c'est la guerre. Bien sûr. Vous l'avez dit, les causes sont multiples. L'infertilité, qui devient une vraie question, la difficulté des modes de garde, le coût des logements quand on veut agrandir sa famille, et l'anxiété face à une époque d'incertitude géopolitique, écologique. Tous ces facteurs expliquent la situation. Alors, je voudrais faire un petit rappel historique parce que c'est évidemment très grave aujourd'hui. Mais on ne peut pas ne pas penser que cette question, elle avait déjà été évoquée en France par un homme qui avait déjà placé cette cause comme prioritaire dans les années 70, Michel Debré, qui fixait l'objectif des familles françaises à 3 enfants. Écoutez ce qu'il avait prédit en 75. La France va-t-elle de nouveau connaître une période où le nombre des cercueils sera chaque année supérieur à celui des berceaux? Vous devinez l'importance du problème. C'est notre avenir qui est en cause. Voilà, c'est quand même fou qu'on remette exactement les mêmes questions. Et puis, je suis allée plus loin. Dans un texte de 1989, il s'inquiète des conséquences d'une natalité insuffisante sur la faillite des caisses de retraite. Il déplore que l'enfant soit devenu une gêne dans la société des loisirs, une charge dans la société des consommations. Et à l'époque, honnêtement, ces avertissements avaient été diversement accueillis parce que c'est l'époque de l'émancipation des femmes et il avait été compris comme une forme d'injonction à un modèle familial traditionnel. Mais quand même, les mesures protectrices ont été prises et jusqu'à ces dernières années, la situation française n'était pas si mauvaise. Et on avait plutôt de la chance. Mais ça y est, c'est fini. La France a rejoint la situation des autres pays européens. Et même si elle reste légèrement mieux lotie, puisque le taux de fécondité est encore à 1,62 en 2024, et que le désir d'enfant existe à 2,2 en moyenne. C'est affreux de dire ça, on parle de bébés, donc c'est 2 entre 2 et 3. Bon, alors il y a des mesures qui ont été prises. Le nombre de jours de congé paternité qui vient d'être passé de 14 à 28 jours, le congé parental qui va être plus court mais beaucoup plus attractif, que mieux rémunéré. On sait que le logement, on l'a dit, c'est très important. Exemple, si les entreprises pouvaient permettre de proposer des crèches plus facilement d'accès, les femmes peut-être pourraient, les couples, les familles, je dis au sens large, pourraient avoir plus de facilité. Il faut cibler l'infertilité médicale. Ça, c'est vraiment une nouvelle question. Il y a des projets, 10 à 15% des couples sont concernés quand même. Bon, tout ça, on le sait. Mais pourtant, le constat est là. L'argent, c'est-à-dire les moyens de ce que je viens d'expliquer, ne fait pas tout. Alors là, c'est là que c'est passionnant parce que vous rejoignez ce que disait Michel Debré. À l'époque, il y avait peu de gens qui disaient que c'était pas un problème d'argent, une gêne dans la société de loisirs, une charge dans la société de consommation. Et il va plus loin. Il dit attention, je mets en garde contre l'État qui aborderait ce domaine avec des vues purement économiques et qui voudrait en quelque sorte acheter un 3e enfant, ça blesserait la conscience des parents. Donc c'est vrai qu'il y a franchement tout un peu dans ces discours et dans ces cris d'alerte de Michel Debré. Alors bon, ce langage il date un peu, mais qu'est-ce que dit Maxime Sbailly, qui est aussi un démographe et qui a fait un livre très important, Les balançoires vides. Lui aussi il dit aucun bébé n'est né d'un crédit d'impôt ou d'une incitation fiscale. Qu'est-ce qui nous manque en vérité ? C'est cette dose suffisante d'optimisme et indispensable qui permet de
d'envisager un projet de naissance. On a perdu cette dose nécessaire d'optimisme en quelque sorte. On est devenu trop pessimiste dans le fond sur nos avenirs respectifs et pas seulement nous parce que nous notre vie elle est faite, mais je parle des autres générations. D'optimisme et peut-être de renoncement aussi à un confort immédiat. Il faut se lever la nuit, il faut s'occuper pendant 18 ans et même après de ses enfants. Ah mais c'est sûr, c'est une charge mentale un plaisir qui n'arrête inouï. jamais. Et pour d'autres, c'est une charge. C'est une charge mentale qui n'arrête jamais. Je vous le confirme. Pour ceux qui, enfin, on est tous au courant, mais ça ne se finit jamais. Et puis ça passe aussi aux petits enfants, je vous le dis. Mais d'ailleurs, on assiste à un hiver démographique mondial. En Asie, au Japon, en Corée du Sud, on l'a dit, même dans les pays musulmans, le taux de fécondité baisse. Alors face à cette tendance, on en avait parlé. Donald Trump a par exemple annoncé une prime de $1 000 par naissance pour un budget total de 15 milliards de dollars. La Chine a ouvert un robinet de subventions et pourtant on ne compte que 9,5 millions de bébés chinois contre 19 millions en 2016, en 10 ans. En 9 ans. En Hongrie aussi, c'était un grand modèle. On l'avait dit, c'est le modèle de celui qui était là pour la politique nataliste. 10 milliards de dépenses consacrées aux exemptions d'impôts pour les mères de 4 enfants, puis pour les mères de 2 enfants. Et bien après une petite hausse jusqu'à 1,55, le taux de natalité est retombé à 1,38. C'est ça, mais il était à 1,2 au départ, donc quand même, il y a un peu de positif. Bien sûr, mais vous voyez, s'il y a eu un pic, et puis c'est revenu. Voilà. Donc, il est évident qu'en 2027, ça sera un sujet essentiel de la campagne. Il faudra sans doute à la fois renforcer la politique familiale, j'en donnais des exemples, mais aussi prendre acte de cette dénatalité et réfléchir à long terme. Parce que même si on arrivait à augmenter le taux de natalité en 2025, les nouveau-nés, ils viendraient qu'en 2005, ils seraient actifs qu'en 2050. Donc on a un petit gap quand même à remplir. Et c'est là que se pose la question de l'immigration choisie économique. Giorgia Meloni l'a fait. Mais certains disent aussi des robots et de l'intelligence artificielle. Mais comment est-ce qu'on lutte contre l'individualisme à tout craint ? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Là, est-ce qu'il y a des politiques publiques ? Alors le retour du religieux, on l'a entendu avec Robert Ménard, c'est une des réponses que certains proposent. Moi, je suis pas pour le retour du religieux en tant que tel, je suis pour une conviction privée. Donc c'est pas la question. Mais oui, il y a une forme d'optimisme à retrouver, une forme d'envie à retrouver, et elle est en panne. Et d'altruisme. Ouais. Oui, on fait pas des enfants pour les allocations familiales. Tous les pays qui ont essayé, les pays d'Europe centrale notamment, se sont plantés. C'est-à-dire que l'incitation financière est très insuffisante. Ça repose essentiellement d'abord sur le couple. Pardon d'enfoncer une porte ouverte, mais on fait des enfants quand on s'aime. Et quand on accepte de vivre ensemble, de partager une communauté de destin, quand on a foi dans l'avenir, mais la société dans laquelle nous vivons est quand même une société individualiste et égoïste. Quand vous regardez ce que disent les jeunes, il y a une étude qui a été faite il y a quelques mois qui dit qu'un tiers des jeunes ne veut pas d'enfants, mais pas de conjoint non plus. C'est ni mari ni femme. C'est que ces jeunes gens disent qu'il ne faut pas les emmerder, pour dire les choses qu'ils veulent, profiter de leur vie seuls. Comment voulez-vous, dès lors qu'on n'a pas mis le doigt dans le couple, comment voulez-vous qu'on avance pour faire des enfants ? Donc c'est très compliqué. Isabelle ? Oui, non, il y a une montée parallèle du nombre de divorces aussi, qui a des répercussions quasiment automatiques sur la démographie. Mais quand même, je pense qu'il ne faut pas non plus complètement évacuer l'argument économique. On fait pas d'enfants pour des allocations sociales, mais on hésite à agrandir sa famille quand on vit dans des grandes villes comme Paris et qu'on n'a pas de chambres supplémentaires pour les loger. Et c'est aussi très vrai, on a vu ce qui se passait en Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas du tout de mode de garde, donc la femme a le choix entre travailler ou faire des enfants. Et ça a donné mathématiquement un problème de démographie. Très clairement, le logement et les gardes d'enfants, c'est les deux obstacles matériels essentiels. Mais l'Espagne, par exemple, où il y a certaines villes comme Barcelone où c'est compliqué à cause de Airbnb, mais à Madrid, par exemple, il y a un peu de tension sur le logement, mais rien à voir avec Paris ou Londres. Et le taux de natalité n'est pas meilleur. Donc les pays latins, les pays du Sud nous montrent aussi que la question du logement n'épuise pas du tout ce sujet. Pascal, vous gardez la parole. Votre parti pris économique, c'est aujourd'hui que démarre une grande visite d'Emmanuel Macron en Chine. Oui. Alors c'est pas tous les jours, donc c'est une visite importante. Peut-être qu'on va voir quelques images d'Emmanuel Macron qui est arrivé tout à l'heure. Et vous vous dites qu'il y a un sujet qui est au cœur de la visite et sur lequel il est temps de se réveiller.
c'est celui des terres rares qui sont indispensables à toute l'industrie. Oui, tout à fait. Pour commencer, je vais vous présenter le tableau de Mendeleïev qui date de 1869. Alors, on attribue la paternité de ce tableau des éléments qui ont des propriétés physiques et chimiques à ce russe, Mendeleïev. Ça a été revu en 2016. Et en face, je vais vous mettre le tableau des objets pour lesquels ces matières premières, là, ces ressources rares, sont absolument indispensables. Vous avez des éoliennes, les ordinateurs, les téléphones, les piles, bien sûr, les centrales nucléaires et la vision nocturne comme l'imagerie médicale. Donc là, je suis en train de vous parler de l'économie du siècle. On parle de l'industrie, y compris d'ailleurs, tiens, chez Brandt. Chez Brandt, il y a probablement un peu d'intelligence artificielle, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure. Alors, là, l'Europe travaille aujourd'hui à se dégager de la contrainte chinoise. Vous avez raison de dire qu'il y a un monopole ou un quasi-monopole de la Chine sur ces matières premières qui sont absolument centrales. C'est plus d'ailleurs des métaux que des terres rares en réalité, et une agence européenne a été mandatée pour acheter ces matières premières qui sont absolument indispensables pour constituer des stocks de précaution. C'est le prix à payer si collectivement nous voulons exister dans l'industrie du XXIe siècle. L'objectif de l'Europe, ça devrait être l'objectif des industriels aussi, et je vais vous en dire un mot après, je regrette que ce soit souvent laissé de côté. L'objectif de l'Europe, c'est de passer sous la barre de dépendance des 50%. Il faudrait qu'on soit indépendant à 50% par rapport à la Chine, par rapport à l'approvisionnement chinois. La Chine qui joue évidemment de son monopole dans ce domaine, qui fait monter ou baisser les prix, qui a d'ailleurs tué la concurrence. Elle a tellement baissé les prix, vous savez, c'est la politique des prix prédateurs, que y compris les mines américaines ont été interrompues, et elle surveille aujourd'hui en particulier, c'est là où il y a un élément d'inquiétude, tout ce qui se rapporte aux aimants permanents. Les aimants permanents, c'est l'outil absolument indispensable pour les éoliennes, les centrales nucléaires qu'on a évoquées tout à l'heure. Et les industriels français et européens sont dans ce contexte, je ne sais pas si le président de la République l'évoquera, sommés de se ressaisir. Pourquoi ? Parce que il y a un risque de panne sèche. Quand un élément manque, un risque de panne sèche industrielle, entendons-nous. Quand vous avez un élément qui manque, c'est toute la chaîne qui s'interrompt. Et j'ai été frappé de lire dans le journal Les Échos et dans l'usine Nouvelle, notamment, cette déclaration du délégué interministériel aux approvisionnements qui a fait le tour des entreprises et qui dit, en substance... Nous avons constaté que les industriels ignoraient la présence d'aimants à terres rares dans leurs produits. Les ingénieurs en connaissaient l'importance, mais pas les départements des achats. Est-ce que vous pouvez croire ça ? C'est ahurissant, parce qu'on est en train de parler... C'est pas un sujet qu'on laisse de côté, c'est un sujet qu'on évoque régulièrement dans les médias. Ça devrait être le cœur de métier de ces activités. Et donc, qu'il y ait un tel décalage entre les besoins exprimés par les ingénieurs et le service des achats est extrêmement inquiétant si on veut réindustrialiser le pays. Mais Pascal, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour en Europe et en France, on ouvre ou qu'on rouvre des mines, parce que des terres rares, elles sont souvent un peu partout. Il faut bien le dire, c'est le raffinage souvent qui est plus difficile à installer. Est-ce qu'on peut l'imaginer ? Oui, on peut faire ce qu'ont fait les Chinois. Par exemple, BYD a pris des participations dans des mines, pas nécessairement en Chine, mais à sécuriser l'amont. Vous avez Rheinmetall en Allemagne, qui est un géant de l'industrie de l'armement aujourd'hui, qui cherche des substituts parce que Rheinmetall sait parfaitement que le marché va se tarir. Il faut aussi trouver des dispositions fiscales pour aider les entreprises qui renforcent leur stock à ne pas payer trop d'impôts. C'est-à-dire quand vous renforcez votre stock dans le bilan, ça fait gonfler le bilan, et donc la part fiscale à payer est plus importante. Et puis enfin, je pense, David, qu'il faut accélérer les études, lutter contre les recours abusifs, accélérer les études et la mise en route d'exploitations minières en France. Nous en avons dans l'Allier, dans le département de l'Allier, nous en avons en Alsace, notamment des réserves de lithium, c'est absolument central aujourd'hui, c'est une terre rare qui est essentielle. Il faut avancer très vite, vaincre toutes les oppositions, si on veut conserver des emplois dans ces industries qui sont celles du XXIe siècle. Que va dire le voisinage ? Et les ONG.
je pense au voisinage, remonté par les ONG, qui vont nous expliquer que c'est épouvantable, que ces excavations sont insupportables. Et à côté de ça, on verra s'éteindre notre industrie, l'industrie qui, au contraire, devrait prospérer, celle de la défense, celle du nucléaire, qui assure notre indépendance, et on aura finalement, cher David, ce qu'on mérite. Votre parti pris international, Isabelle, réseaux sociaux, l'Australie sous les regards. L'Australie est pionnière dans la décision de mieux contrôler l'utilisation des réseaux sociaux par les très jeunes, et ça démarre dans quelques jours. C'est une première mondiale et ça commence la semaine prochaine, le 10 décembre. À partir du 10 décembre, les adolescents de moins de 16 ans et les enfants de moins de 16 ans n'auront plus le droit de se brancher sur les réseaux sociaux australiens. La mesure est extrêmement radicale et c'est la première fois qu'elle est prise comme ça. Écoutons d'abord la ministre de la communication australienne qui raconte pourquoi. In 1 week, Australia will become the first country in the world to ban under 16s from having social media accounts. With one law, we can protect Generation Alpha from being sucked into purgatory by predatory algorithms described by the man who created the feature as behavioural cocaine. Elle ne mâche pas ses mots. Elle ne mâche pas ses mots. Alors, il s'agit de prévenir les jeunes des influences néfastes, des influences misogynes. Il y a toute une liste, du cyberharcèlement, du harcèlement sexuel ou aussi des vidéos de combats qui pourraient amplifier des sentiments suicidaires chez des jeunes déjà assez fragiles. En gros, l'Australie veut retarder le moment où les citoyens deviennent des citoyens, où les jeunes deviennent des citoyens numériques. Et évidemment, il faut limiter le temps passé devant les écrans. Alors ça concerne tous les grands réseaux sociaux. On a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Rien que pour Instagram, ça concerne en Australie 350 000 utilisateurs. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passera? Dès la semaine prochaine, ces grandes marques, ces réseaux seront obligés d'appliquer eux-mêmes cette interdiction, c'est-à-dire de supprimer les comptes des jeunes de moins de 16 ans. Faute de quoi, ils pourraient avoir une amende de à peu près 30,7 millions. C'est rien. C'est rien pour les GAFA et c'est rien pour ce type de méga entreprises. Cumulatives, on imagine les amendes. Mais... Comment ? Cumulatives, on les imagine, les amendes. Tout ça est encore très très flou. La mise en place est encore très très floue. C'est ce qui caractérise cette loi. Mais ce sera aux entreprises de veiller à ce que la loi soit respectée avec toutes les mesures qui lui semblent les meilleures. Donc il faudrait que chacun ait une carte d'identité visuelle. On va y arriver. Le projet est très ambitieux, mais il est assez peu probable qu'il marche. Pourquoi ? Parce qu'il est très très facile à contourner. Un jeune peut se brancher sur le compte de ses parents. On va écouter aussi la mère d'une influenceuse australienne. I would say that, they are protecting as best that they can. I mean, they're a platform. I'm her parent, so I guess it's my responsibility to protect her the best that I can. I have the account in my name. I've changed a few settings. I've already had Meta ask me to verify my age. I've already done that. I think I'm still going to be able to post on Ava's behalf. Donc le compte de ses parents... On peut imaginer aussi des fausses pièces d'identité, des pièces d'identité avec des photos qui sont vieillies à l'intelligence artificielle. On peut imaginer la création de faux comptes avec des faux âges. Alors, c'est pas terrible. Et en plus, sont exclus de cette liste les sites de rencontres, les plateformes de jeux et aussi les chatbots de l'intelligence artificielle qui sont parfois accusés de favoriser des conversations sensuelles, dit-on, avec des jeunes dialogueurs. Et mais donc, bien si entendu, on a 12 ou 13 ans et qu'on peut aller sur ces plateformes à condition de jouer, parce que le jeu, c'est addictif aussi.
le jeu est addictif, mais pour l'instant, l'interdiction ne concerne pas les jeux. Voilà, il y a eu un débat et pour l'instant, il a été tranché comme ça. On peut aussi détourner l'origine du pays par les systèmes de VPN. Et puis, beaucoup considèrent que finalement, ça risque d'être encore pire que la mesure, puisque les jeunes vont aller vers les zones les plus sombres d'Internet. Donc, c'est très difficile à mettre en place techniquement. C'est pour ça que ce sera suivi de très près. Techniquement, évidemment. En plus, beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une entrave à la liberté d'expression. Si on augmente les amendes, il va y avoir un combat c'est-à-dire que s'attaquer aux GAFA, c'est aussi s'attaquer aux États-Unis. Donc c'est extrêmement compliqué. L'Australie ne veut pas froisser les États-Unis. Il y a déjà des organisations qui protestent en Australie, notamment la Digital Freedom Project, qui est une organisation pro-trumpiste et qui considère que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Alors c'est une décision radicale qui paraît être une fausse bonne idée. Et pourtant, plein de pays la regardent de près, parce que comme l'Australie, tout le monde se demande, mais comment empêcher nos enfants de passer 5 heures par jour sur les réseaux sociaux ? Comment les ramener à la lecture, les ramener au sport et les ramener à une vie sociale réelle ? Alors d'autres pays veulent faire la même chose, le Danemark, la Norvège, l'Espagne, et observent de très très près ce qui va se passer en Australie. Le fait de l'interdire ne va sans doute pas fonctionner, mais il reste, c'est comme pour la fessée, quand on a interdit la fessée. Ce sont des mesures qui sont quasiment impossibles à appliquer, mais il reste un message qui est passé et peut-être une autocensure qui va pouvoir, espèrent les Australiens, limiter Oui. Le sujet, c'est compliqué, l'accès. C'est ça le sujet. Interdire l'accès, c'est extrêmement difficile, vous avez raison, mais dès lors qu'on le complique, probablement que ça aura un effet sur le volume de connexion. Il y a déjà des mesures qui sont prises sur les sites pédopornographiques dans lesquels il y a des verrous qui sont posés. Maintenant, le faire de façon très globale, en effet, en France, on regardera ça avec beaucoup d'intérêt aussi. C'est une des préoccupations normales, logiques, mais d'ailleurs de toutes les sociétés développées aujourd'hui, hein. Et c'est pas parce que ça marche pas à 100%. Il faut commencer. Essayer. Le message est intéressant parce qu'un message, ça prend du temps, ça imprime les esprits, ça met du temps et ensuite on progresse dans les moyens. Après, il faut demander aux plateformes elles-mêmes de participer et de faire aussi la police chez elles. Ça, c'est fondamental. Enfin là, on est sur une question de santé publique. Donc on l'observera avec un grand intérêt. Merci à vous trois pour ces partis pris.